Regardez, pour vous qui avez toujours voulu comprendre l'histoire complète de la force aérienne allemande, la Luftwaffe, du premier au dernier jour, notre nouveau cours est ouvert aux inscriptions. Notre groupe est déjà en train de se former. Et dans ce cours, vous allez découvrir non seulement le parcours historique de la Luftwaffe, mais aussi sur ses avions, ses pilotes, n'est-ce pas, les plus grands as de la chasse de l'histoire, les tactiques utilisées et aussi les chiffres en jeu. Vous saurez tout cela en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code à l'écran, en découvrant notre programme et en vous inscrivant. Ne rate pas cette chance, je t'attends là-bas pour qu'on apprenne beaucoup ensemble sur ce sujet si intéressant. Et puisque tu t'intéresses en position à ce cours, jette un œil à cet extrait de l'un des derniers chants en cours de notre formation sur le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, dans lequel j'ai parlé de la Luftwaffe dans le théâtre d'opération de la Méditerranée. Regarde ça. Parfait ? Et la Luftwaffe dans le théâtre d'opération de la Méditerranée ? Eh bien, depuis le 1er décembre 1941, la Luftflotte 2, qui avait auparavant son quartier général à Bruxelles, n'est-ce pas, pour la bataille d'Angleterre, la Luftflotte 2, elle est descendue à Rome. N'est-ce pas, le 1er décembre 1941, le QG est descendu à Rome, dans la banlieue de Rome là-bas. Et là, la Luftflotte 2 est restée jusqu'au 8 septembre 1943, lorsque son QG a été déplacé vers la région du lac de Garde, dans le nord de l'Italie. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est d'abord, le 12 janvier 1940, le commandement de la Luftflotte 2 a été confié au maréchal Albert Kesselring, qui a ensuite été nommé par Hitler commandant en chef de la Méditerranée. Albert Kesselring. Il était commandant de la Luftflotte 2, n'est-ce pas ? Les premières unités armées allemandes à arriver en Méditerranée étaient des unités de la Luftwaffe, n'est-ce pas, le Fliegerkorps, 10 déjà en 1940. Alors Hitler a jugé bon de nommer comme commandant en chef de la Méditerranée un officier de la force aérienne. Albert Kesselring passe toute la campagne d'Afrique du Nord comme commandant en chef de la Méditerranée et il va continuer pendant une grande partie de la guerre jusqu'à la fin de 1944. D'accord ? Alors, sauf qu'il va passer le commandement de la Luftflotte 2, qui est le commandement suprême aérien de la Luftwaffe en Méditerranée, au maréchal Wolfram Freyr von Richthofen, le cousin du baron Rouge, n'est-ce pas, le cousin de Manfred Freyr von Richthofen. Alors, Manfred von Richthofen est considéré comme le doyen de l'arme d'attaque dans la Luftwaffe, n'est-ce pas ? L'homme qui a commandé le 8e Fliegerkorps pendant une grande partie des premières années de la guerre. Oui, de la Pologne jusqu'à l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Autrement dit, les Stuka de la Luftwaffe étaient un des unités sous le commandement de Richthofen. Et Richthofen va prendre le commandement de la Luftflotte 2 le 12 juin 1943. Donc, à l'époque de l'invasion de l'Italie, celui qui commandait les forces aériennes allemandes en Italie était Richthofen et non Kesselring. Kesselring était le commandant général de la Méditerranée. D'accord. Comme nous le savons, déjà à cette époque-là, la principale mission de la Luftwaffe est en réalité l'interception. N'est-ce pas, ils ne sont plus dans l'attaque, ils sont en train de se défendre. Par conséquent, la chasse a la priorité sur le bombardement. Par conséquent, un commandement est créé, le Jagdfliegerführer oberitalien, c'est-à-dire le commandement de chasse qui va diriger toutes les actions dans le nord de l'Italie. N'est-ce pas ? Ober, nord de l'Italie, la Haute-Italie. Le nord de l'Italie. Et le IAF, le Jagdfliegerführer oberitalien, il va commander des parties, d'accord ? Parce qu'à cette époque aussi, la demande pour des unités aériennes est tellement grande qu'il est difficile d'avoir un Geschwader, une escadre de chasse, opérant entièrement dans une seule zone. Parfois, elle sépare ces groupes entre différents théâtres d'opération. Donc il y a un groupe qui est en France, un groupe qui est en Russie, un groupe qui est en Italie. D'accord ? Donc les Geschwader ne sont pas déployés dans leur intégralité. D'accord.
Mais il a commandé au moins une partie du JG2, n'est-ce pas? Le Jagdgeschwader 2, le Jagdgeschwader 453 et 77, ainsi qu'à partir d'octobre 43, il commande les groupes de chasse de l'ANR. Nous allons en parler tout de suite. Donc, ces escadres de chasse ici, chacune d'elles a des groupes de chasse, les Gruppen, et chaque groupe a ses Staffel, qui sont les escadrilles. D'accord? Donc, c'est une nomenclature un peu plus proche de celle que le Brésil utilisait à l'époque, n'est-ce pas, avec des escadrilles et des groupes, que de celles qu'utilisaient les Américains, par exemple. D'accord. Oui, le groupe de chasse pour les Américains serait l'équivalent du Jagdgeschwader, d'accord? Le groupe de chasse américain est l'équivalent du Geschwader, Jagdgeschwader, d'accord. Ces unités de chasse allemandes sont restées là jusqu'en septembre 1944, lorsque les derniers avions du deuxième groupe du JG 77 ont évacué le nord de l'Italie pour aller en Allemagne. Donc, à partir de septembre, il n'y avait plus de présence allemande, aérienne, de chasse. Dans le nord de l'Italie, d'accord. Oui, celui qui a commandé le Jagdfliegerführer Oberitalien. C'est ici, regardez. D'octobre 43, quand le poste a été créé, le lieutenant-colonel Günther von Mautzen, jusqu'en décembre 44. Ensuite, le colonel Eduard Neumann, ex-commandant du JG-27 en Afrique du Nord, a pris le commandement. C'était bien le commandant de Marseille là-bas, n'est-ce pas? Et oui, il a cette cabine à lui, n'est-ce pas, que j'ai mentionnée, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo, n'est-ce pas, la Neumannsbindebühne, qui se trouve au musée de Hanovre, là-bas. J'ai fait la vidéo, je vais la laisser ici, dans le post, pour que vous puissiez voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. D'accord? Jusqu'en avril 45, et ainsi, au moment même de la fin, c'est le major Hans von Hahn qui a pris le commandement, d'avril à mai 45, quand il n'y avait presque plus aucune opération aérienne là-bas, n'est-ce pas? Ce qui est curieux ici, ceci est intéressant même pour l'histoire de la FUB, d'accord. Comme je l'ai dit, les unités de chasse se retirent en septembre 44, la dernière d'entre elles, n'est-ce pas, justement quand la FUB est arrivée sur la ligne de front. Mais ceux qui lisent sur la force expéditionnaire savent que Port-et-à-Terme a été bombardé par des avions, n'est-ce pas? Alors comment cela se fait-il? Il restait cette unité allemande en Italie, tu vois, cette seule unité allemande qui était en fait un groupe indépendant. D'accord? C'était le Nachtschlussgruppe 9, le groupe d'attaque nocturne numéro 9, qui était uniquement équipé de Junkers Ju-87 et de Fiat CR-42. C'était des avions à très courte portée, des avions ultra vulnérables, qui ne volaient que la nuit, pour attaquer des cibles près de la ligne de front. Ils n'attaquaient pas des cibles à l'arrière, d'accord, seulement des cibles près de la ligne de front. Alors, c'était le N. Qu'est-ce que c'est? C'est NSGR9, pour ceux qui veulent savoir, j'aurais dû mettre l'acronyme ici, NSGR9, qui a attaqué Port-et-à-Terme et dont Mascarenhas dit que oui. C'était la QDI, n'est-ce pas, les gens qui avaient subi le bombardement, qui a été plus, n'est-ce pas, au centre même de la ville de Port-et-à-Terme. Enfin, c'est cette unité qui a mené l'attaque contre la FEB, d'accord. En 1945, le Jagdfried Oberitalien reçoit cet avion, cette unité spéciale ici, le Sonderkommando Sommer, n'est-ce pas, qui arrive avec seulement 3 avions, sous le commandement du premier lieutenant Erich Sommer, qui inaugure le vol à réaction en Italie, n'est-ce pas? Ce sont les seuls jets à voler en Italie. Ce sont les Arado AR-234 de reconnaissance que la Luftwaffe envoie dans le nord de l'Italie, n'est-ce pas? Donc ces avions ici, Rui Moreira Lima en parle d'ailleurs, n'est-ce pas? Il dit qu'il a vu un de ces jets dans les airs lors d'une certaine mission et qu'il avait déjà été signalé que les Allemands faisaient voler des jets en Italie. Oui, c'était un ces Arado ici, tu vois, l'Arado 234. Et d'ailleurs, la première unité de jet P-80 Shooting Star arrive sur le théâtre d'opération européen en avril 1945, justement. Où en Italie. Pourquoi? Parce que les Shooting Stars devaient abattre les Arado 234, parce que plus personne n'arrivait à abattre les Arado 234. Sauf que les Shooting Stars arrivent trop tard, ils ne réalisent aucune mission opérationnelle en Italie. D'accord.
Donc à l'époque où l'alphabet était en Italie, tu avais en gros ces deux unités de la Luftwaffe là-bas. D'accord? Ces deux-là ici, regarde. En dehors de ça, par exemple, de petits détachements aériens qui allaient et venaient, rien de fixe, comme des avions qui venaient t'apporter quelque chose d'Allemagne, des avions, peut-être d'état-major, tu vois, comme ce fut le cas, par exemple, de ce Junkers 88 dont le capitaine était. Camara. Maintenant, il me manque son prénom, le gars qui a dessiné l'autruche, oui, quelqu'un me le dira plus tard, c'est qu'il l'a détruite, tu vois, il l'a détruite pendant l'hiver, 44 à 45, c'était Fortunato Camara, pardon, Fortunato Camara, il est revenu ici. Fortunato Camara a détruit à l'aérodrome de Guedi, dans le nord de l'Italie, un Junkers 88, donc il n'appartenait à aucune de ces deux unités ici. Vous avez aimé le contenu? Vous en aurez beaucoup plus dans notre cours Luftwaffe du premier au dernier jour. Ne ratez pas cette chance de suivre ce cours en direct, avec moi en cours chaque semaine. Alors, pour faire ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code qui est à l'écran. Je t'attends là-bas.